En tout cas, voilà, super content de venir ici à Niort pour pouvoir présenter ce sujet avec le micro, les cartes et tout ça. Voilà. Je- Alors, quand j'ai entendu parler de la conférence de Niort sur le développement durable, j'ai eu envie de venir vous présenter de la nature que vous avez, vous, je dirais ici à Niort. Moi, je vis à Paris actuellement, même si je suis d'origine de province. Donc voilà, donc j'apprécie le fait de retrouver la nature. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui me fait beaucoup réfléchir, surtout par rapport à mon métier de coach agile. Puis je suis content d'avoir Alexis aussi qui est là. Merci. Non, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans sa conférence par rapport à mes propres travaux ou réflexions actuelles. Donc on peut passer au slide suivant. Du coup, c'est toi qui fais passer les slides. Cool, merci. Donc Hummingbird Agile, c'est un. Enfin, je vais pouvoir le décrire. Déjà, il y a un livre ici qui est écrit par Jerry. Donc Jerry, c'est une personne qui... Bon, je vais avoir du mal à tenir à la fois le livre, les cartes et tout ça. Donc c'est une personne avec qui j'ai travaillé pendant un long programme de transformation, pardon, un long programme de formation d'agile d'entreprise, de coach agile d'entreprise pendant 8 mois. Donc on a été, je dirais, binôme, hein, buddy, pour reprendre la conférence précédente. Et donc j'ai pu suivre un petit peu ses premiers pas par rapport à Hummingbird Agile, l'écriture du livre qu'il a fait en collaboration avec son fils, qui est aussi Scrum Master. Donc lui, il est coach agile d'entreprise et son fils est Scrum Master. Bienvenue. Et donc, cette formation dans laquelle j'ai été, bon, il va falloir que je bouge mes trucs. Alors, merci de venir. Ça me fait plaisir. Tu peux bouger aussi ça. Ah, non, tu peux le mettre là. Donc pendant ce programme de formation, il y avait deux personnes que je considère comme aussi des mentors, des référents, qui s'appellent Michael Spade et Michael Hamann. Sont un peu à l'origine du métier de coach agile. Donc voilà, on a été porté par l'aura de ces deux personnes. Donc bon, voilà. Donc Jerry, avec qui m'a présenté Hummingbird Agile et qui a été inspiré par les colibris à la base. Donc je relais un peu son message. Donc merci aux sponsors. Alors j'étais très content de venir travailler hier à NiortTech, puisque je suis venu hier à cause des grèves. Voilà, donc merci particulièrement à NiortTech pour m'avoir hébergé. Voilà, et merci tous les sponsors sans qui on ne peut pas avoir ce genre de conférence et on ne peut pas avoir la joie de venir présenter tout ça. Alors, ouais, alors, du coup, je m'aperçois que ça va peut-être vous gêner. Surtout. L'adaptation, l'agilité. Alors, bon, voilà, j'ai fait pas mal de... Alors, j'étais développeur pendant très longtemps, 20 ans. Et puis, je suis devenu coach agile depuis 7 ans. Et j'ai fait pas mal j'ai suivi pas mal de formations, de certifications. C'était très utile pour moi, pour me remettre en question, pour faire ce travail intérieur de changement qui a été évoqué précédemment. Voilà, donc on peut passer au slide suivant. Ce que je voulais vous parler, mais ça a été superbement introduit dans la présentation initiale, c'est que un changement, et par exemple l'agilité, doit s'adresser d'abord sur notre mode de fonctionnement interne de chacun. Donc là, je ne vais pas refaire la conférence précédente, elle était magnifiquement donnée, donc du coup, ça me facilite mes propres explications. Mais effectivement, ma croyance, c'est que l'agilité un changement doit venir de l'intérieur et
se répand sur le reste de l'entreprise. Donc l'idée, c'est comment aider les systèmes humains à gagner en capacité d'opérer et de permettre un business florissant. Et à la fois, ce business, ces défis opérationnels alimentent notre mode de fonctionnement. Donc voilà à peu près je dirais, il y a une sorte de boucle de feedback qui se fait et qui permet de faire émerger tout ça. Alors, voilà, moi j'aime bien les livres. Donc après Hummingbird Agile, voilà donc le livre Evolve Agility. Bon, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de pouvoir le traduire en français, parce que c'est vraiment un superbe livre de Michael Amann. Et donc c'est tiré de son livre que je vous recommande. Mais et puis si un jour on a l'occasion de le traduire, ça sera parfait. Voilà. Alors, je suis bien embarrassé du micro, mais tant pis, tant mieux. Passons à la suite. Alors, est-ce que dans la salle vous connaissez les colibris? Vous connaissez ces oiseaux ou pas? Vous pouvez dire que vous connaissez pas, hein, parce que personnellement, moi, j'en ai jamais croisé dans ma vie, hein, d'accord? Enfin, j'imagine que beaucoup n'ont pas croisé non plus. Mais on va cliquer sur le petit lien. Donc il y aura une petite manipulation pour revenir après sur la conf, mais ça sera facile. Voilà ces petits oiseaux. Bon, ils ont une particularité, c'est que ils ont des ailes ça y va quoi. C'est très énergétique, hein, et ils sont capables de faire du vol stationnaire, hein, comme vous pouvez remarquer. Ils sont capables aussi d'avancer en reculant. Ils sont capables de voler à l'envers. Là, ils sont autour d'un distributeur, ça s'appelle un feeder. Vous voyez, ils arrivent même à jouer avec une abeille, enfin une guêpe. Voilà, jouer, se batailler, la guerre de territoire. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire à peu près leur maniabilité. Donc là, on peut revenir sur ça, mais c'était juste pour vous montrer un peu ces oiseaux et cette capacité à bouger. Cool, merci. Donc, Hummingbird Agile est complètement inspiré de leur agilité un peu étonnante. Voilà. Mais l'agilité, c'est pas que le fait de savoir voler dans tous les sens, hein. C'est surtout leur capacité à s'adapter. Parce qu'en fait, ces oiseaux-là, ils consomment 18 000 calories par jour. Donc, Jerry, dans son livre, dit que ça représente, enfin, je ne sais pas si c'est son livre ou c'est une présentation que j'ai lue, ça représente la consommation d'un 747 à poids égal. Donc par jour, ils doivent trouver 18 000 calories, ce qui est énorme. Et donc ils sont tout le temps soumis à la famine, souvent soumis dans une situation où ils doivent trouver de la nourriture. Et ils n'ont pas la possibilité de mettre dans un frigo pour demain, quoi. Donc voilà. Donc ils sont en découverte perpétuelle. Et donc l'idée, c'est que cette représentation des colibris est là pour nous inspirer par rapport à notre propre agilité et comment on pourrait faire autrement dans une entreprise. Donc, Hummingbird Agile, c'est une proposition d'un écosystème sans cadre. C'est-à-dire, c'est pas un framework, c'est pas une méthode. On reprend l'image circulaire d'un oiseau qui se promène dans un jardin pour trouver sa nourriture. Et il est fait pour être exponentiel, évidemment, par rapport à ce que l'on connaît des besoins dans les entreprises d'agilité à l'échelle. Voilà. Merci. Ouais, super. Alors, est-ce que, à votre avis, un colibri, ça planifie sa recherche de nourriture? Dites-moi. Hein, vous pensez que la possibilité de se dire, oh, demain je vais trouver ici, là c'est là, ici c'est ici. Enfin, ouais. Ouais, ils sont très cohérents, hein, comme on peut remarquer qu'ils font un circuit toujours le même, mais a priori la nourriture, ils sont pas sûrs de la trouver à l'endroit où ils pensent la trouver, hein. Donc alors clic, un coup. Donc non, effectivement, et ils sont en découverte perpétuelle et ils n'ont pas le luxe de prédire et de planifier. D'accord. Et donc, clic. Merci. Alors, pourquoi nous, dans nos environnements qui sont de plus en plus chaotiques,
hein, qui sont déjà complexes et chaotiques, on continue à vouloir prédire et planifier tout à l'avance. Pourquoi on passe autant de temps à travailler sur cette partie de planification? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, et c'est là où Remember Agile nous amène à revisiter en fait les racines de l'agilité en fait. Bon, je sens que je vais pas pouvoir regarder mes fiches, mais c'est pas grave. Alors voilà, parce que prédire et planifier, il faut avoir des conditions très spécifiques en fait. Hein, voilà, tout est connu à l'avance, changement exceptionnel, cause et effet, tout ça est tranquille. Bon, on peut cliquer là-dessus. Donc en fait, ces conditions-là, elles existent rarement, et surtout dès qu'on va sur un terrain où l'agilité est particulièrement utile, c'est-à-dire un terrain où la technologie et le business devraient travailler, ou en tout cas sont intimement liés. Dès qu'on arrive dans le domaine du digital, eh bien ça, c'est introuvable. On ne peut pas travailler là-dessus. On peut pas travailler comme ça, je veux dire. Et ça, c'est des modes de pensée. C'est l'action logique, je parlais tout à l'heure, le mode de fonctionnement, certaines habitudes, certaines croyances qui n'ont pas évolué et qui font que ça nous pose des problèmes à nous au quotidien, parce qu'on nous demande de faire, enfin on nous demande, il y a une sorte de pression qui est mise sur cette planification et cette prédiction qui est particulièrement contre-productive. C'est ça que dans Remember Agile, il y a une sorte de reset qui est fait par rapport à un écosystème qui pourrait être différent. Donc, voilà, merci. Donc l'idée, c'est de reprendre. Alors voilà, donc une représentation qui est aussi du livre de Evolve Agility sur l'action logique, c'est qu'il y a une situation, un challenge qui arrive. On est en mode observation. Ce que l'on observe aussi, c'est notre mode de pensée qui nous fait aussi notre capacité d'observation. C'est lié. On a une capacité d'observation par rapport à un mode de pensée bien précis. Hein, si on veut acheter une voiture rouge, on va avoir des voitures rouges tous les jours. Enfin, plus souvent que dans la moyenne. Et derrière, cette création de sens qui est faite va nous amener à aller vers à répondre d'une certaine manière. Et de cette réponse, eh bien, ça va nous donner d'autres observations. Donc on peut être dans une confirmation qu'il est important d'avoir des backlogs, des user stories hyper bien détaillés, quoi, pour la faire simple. Parce qu'on voit que ça ne marche pas, et donc du coup on continue à vouloir coûte que coûte prédire et planifier tout. Et en fait l'idée, c'est de sortir de ça et de mettre l'accent sur notre capacité à sentir et à répondre de manière adaptée. Donc là-dessus, je voulais faire un petit dessin. Je me suis mis la barre-haute. Avec le micro. Voilà. Ah ouais, idéalement, j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est que voilà, on a des ça, c'est le monde des idées, de ce qu'on voudrait faire dans une entreprise par rapport à un client, un besoin et tout, etc. Et donc actuellement, ce qu'on fait, c'est on essaye de décomposer tout ça de manière le plus possible pour que ça arrive en bas et que ça livre. Et donc là, c'est au niveau les équipes, hein, les équipes de réalisation, et là c'est en général il y a des personnes qui vont réfléchir sur ces sujets-là, et c'est pas un gros mot, hein, ce que je vais mettre, parce que on en a besoin, hein, d'accord, mais c'est juste comment on peut les aider à changer leur action logique, mais c'est les managers, et ces personnes-là, eh bien ils sont dans la prédiction, et ils essayent de prédire ça avec cet énorme travail ici de backlog. Mais ici là où ça livre, ça livre pas grand chose, quoi, en fait. Hein. C'est parce que on travaille pas assez ici. Et en fait, avec l'idée de Remember Agile, c'est comment
travailler au niveau de ces équipes pour aider à ouvrir ces vannes ici et leur permettre de sortir un maximum de valeur. Parce que le colibri, si on reprend notre petit animal, il a besoin de 18 000 calories là, tous les jours. Donc il faut y aller, quoi. Et donc c'est demander à ces managers d'aller là, de venir sur le terrain et de travailler avec les équipes. Hop. Donc voilà le shift et la proposition de InMember Agile. Alors on peut avancer. Oui, merci. Donc InMember Agile, comme toute intention, il y a une mission, des principes et des valeurs. Donc l'idée, la mission, c'est réimaginer audacieusement l'agilité comme plus qu'un simple état d'esprit, mais une quête brûlante pour produire et fournir de la nourriture aux consommateurs avec rapidité, excellence et grande valeur. Donc vraiment nourrir. Ouais, on reprend cette analogie de ce colibri. Et on parle de consommateurs, et là aussi c'est une belle invitation que je trouve très intéressante. C'est un élément un plus par rapport à l'utilisateur, client. Le consommateur, dont on parle dans InMember Agile, c'est quelqu'un qui est interne, externe, qui consomme à la fois fonctionnellement la solution, le produit qui est développé. Enfin, il y a un côté fonctionnel et un côté technologique. Donc c'est beaucoup plus large que juste un consommateur sur qu'un client, customer centric, donc client centricité ou alors utilisateur. Là, on englobe toute personne qui va consommer le produit ou la solution. Ensuite, les principes. Alors, je vois que ça s'affiche pas des masses bien, mais c'est pas grave. Mais donc, il y a 6 principes. Sentir et répondre. Là, j'ai déjà donné là. Centré sur le producteur de valeur. Là aussi, on parle de manière générale des gens qui produisent la valeur. Il n'y a pas d'autre terme. Peu importe qu'ils soient analystes, qu'ils soient développeurs, qu'ils soient testeurs, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela. C'est aussi l'intention au début de l'agilité, d'ailleurs. De prendre une équipe et de cross-fonctionnel, donc plusieurs compétences, plusieurs métiers qui travaillent ensemble. Donc on remet le projecteur sur le producteur pour pouvoir justement travailler sur la livraison en continu de valeur. Juste assez, juste à temps. Juste assez, juste à temps. Voilà. Comment ça veut dire qu'on ne met pas à la poubelle cette partie-là. On en a besoin quand même, mais on va faire ce qu'il faut pour avoir suffisamment de choses prêtes, mais pas prêtes, mais plutôt d'éléments pour que les équipes puissent les prendre en main et le travailler de manière fluide. État d'esprit, 0 réunion. Là aussi, l'idée, c'est d'arrêter toute perte de temps et vraiment se centrer sur la production de valeur. Réguler en fonction de la valeur et non de la vélocité, des métriques qui comptent. Voilà, donc ça c'est voilà. Et puis donc ces 3 valeurs de vitesse, d'excellence technique et de valeur élevée. Voilà. Donc voilà, ça c'est le cœur de InMember Agile, mais pour moi c'est effectivement c'est complètement aligné avec un petit clic et voilà, avec le manifeste Agile et les 12 principes. En fait, on revient sur des trucs qui sont finalement les bases de ce qu'on voulait, avant que ça soit dénaturé par plein d'initiatives qui est fortement intéressante, j'imagine, mais quelque part, elles doivent soutenir notre action et non pas nous imposer une manière de travailler. Et revenir sur l'essence de l'agilité, c'est revenir sur qu'est-ce qu'on veut finalement faire. On veut livrer de manière continue. Et on veut prendre les sujets au bon moment, les travailler, faire cette découverte perpétuelle comme le colibri pour aller chercher de la nourriture et produire cette valeur au bon moment. Donc voilà. Donc toujours le côté analogie, métaphore et tout ça. Aïe, les notes. Alors donc
sur ouais, non, mais j'avais plus besoin, c'est bon. Sur donc l'idée du jardin. Le jardin, c'est un peu le lieu où on produit cette valeur. C'est aussi là où les équipes vont pouvoir travailler. Donc il faut créer un beau jardin. Il y a des jardiniers, justement. Donc j'ai parlé de ces producteurs. Ces producteurs, ils sont dans le jargon du Member Agile, rassemblés en équipage. Donc c'est en anglais, c'est crew. Et pourquoi? Parce qu'il y a une autre analogie qui vient se rajouter quelque part et qui est amusante, parce que moi j'ai fait beaucoup de bateaux quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup de courses de bateaux et tout ça. Et donc ça me rappelle ces choses-là. Et donc côté équipage de bateau, et vous allez voir pourquoi, je vous en parlerai après. Ces jardiniers, donc avec des producteurs, avec des spécialistes itinérants qui viennent dans chacun des équipages pour venir aider. Par exemple, un UX, c'est un exemple de spécialiste qui peut être itinérant, mais qui est affecté à un ensemble. Et cet ensemble, en Member Agile, ils appellent ça le vol stationnaire, parce que les colibris sont assez solitaires, ça n'existe pas. Mais quand ils font des migrations, ils se mettent tous ensemble, et ça fait, on imagine une espèce de hoverboard géant. Hein, j'aimerais bien voir ça, quoi, et qui vole comme ça en direction du sud de l'Amérique du Sud, ou qui revient vers l'Amérique du Nord. Ça doit être magnifique à voir. Et donc, il y a ce qu'on appelle le vol stationnaire, le hover, qui rassemble ces équipes de producteurs tous ensemble pour jardiner. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on jardine? Eh bien, on entretient un jardin. Voilà. Et on ne l'entretient pas dans la perspective d'en faire... on n'est pas en train d'amasser des choses. On fait ce qui est nécessaire pour que le jardin il soit en bonne santé et que les consommateurs qui viennent puissent tirer la valeur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette idée-là. Alors, on peut avancer. Alors, il y a... Alors voilà, le hover, c'est le vol stationnaire, dans lequel il y a des équipes. Donc, oui, petite chose importante, c'est que une Member Agile, c'est déjà de l'agilité, une approche d'agilité à l'échelle. Hein, c'est quelque chose où on a déjà multi-équipes. Pour que le fonctionnement soit à la fois puisse apporter un maximum de valeur dans une entreprise, et aussi pour prendre des sujets à la fois d'entreprise et de clients internes, et de pouvoir mixer tout ça. C'est important d'avoir voilà, plusieurs équipes, et ces équipes, en fait, elles ont que trois, managers, enfin, des personnes qui sont pas producteurs, et ces trois producteurs sont dans l'exemplarité du servant leadership, je vais travailler avec les équipes. Donc on a un consommateur, la voix du consommateur, d'accord. On a un architecte et on a un coach agile, et tous les trois, ils vont travailler main dans la main pour aider les équipes à produire cette valeur. Donc lui, il va travailler avec des contributeurs business clés qui sont pas à temps complet pour le hover, mais qui sont à disposition, de façon à travailler un petit peu en amont, à découper les demandes business un peu en amont. Faire l'élagage du jardin, préparer le jardin aussi sur certaines choses, des boutures qu'on va pouvoir planter, des choses comme ça. Et ils vont créer aussi la connexion avec les autres hovers. Lui aussi, c'est pareil, il va créer aussi les connexions sur les autres hovers, mais il est plutôt sur la partie technique. Donc, dans le cas de l'architecte, par exemple, il va travailler avec les leaders de chaque équipage. Dans chaque équipage, il y a un leader. Bon, ce n'est pas un PO, ce n'est pas un Scrum Master. Donc là aussi, il n'y a pas ces rôles-là, ils n'existent pas dans Member Agile. Et l'idée, c'est qu'effectivement, c'est ultra lean. Du flux, peu de consommation de budget, entre guillemets, pas forcément utile. Et le coach agile, eh bien lui aussi, il est là pour vraiment travailler avec les équipes et aider à ce que ce fonctionnement se mette en place, parce que c'est pas si simple que ça.
pour ceux qui ont fait du Kanban, parce que c'est Remember Agile va utiliser du Kanban, eh bien, ça s'invente pas en fait. Je dirais, il y a quelque chose à accompagner. Hein. Il y a beaucoup de réflexes qu'on va avoir sur cette partie-là, et comment les réaccompagner au niveau des équipes, ça va pas être si facile que ça. Donc il y a un accompagnement à faire, et c'est là où le coach agile est vraiment à sa place. Mais du coup, vous voyez ce que je veux dire, on va passer à 2 slides après, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a que trois personnes, en fait, qui, entre guillemets, ne produisent pas directement la valeur. Donc on a vraiment réduit, et on va voir aussi comment, aussi au niveau réunion, on a aussi comment ça se travaille aussi. Donc on passe au slide suivant. Voilà, donc ça, c'est l'image. Alors, je suis désolé, en termes de qualité, c'est pas top, mais de toute façon, il y aura les slides qui seront partagés. Donc le hover, il y a des équipes qui sont autour. Là, cette image de circuit, hein, d'accord. Donc on a un circuit c'est 15 jours. Et dans ces 15 jours, il y a une partie de découverte des sujets, d'émergence de solutions qui est faite par les équipes, qui ont la responsabilité de la solution. Et non pas quelque chose qui est tellement travaillé ici, là, qu'on se retrouve avec des trucs où on ne sait plus trop si c'est de la solution ou du besoin. Et on est toujours on est perdu dans ce mécanisme. Donc, on imagine que suite à une sélection de sujets sur lesquels on va travailler pendant 15 jours, il va y avoir une partie qui va être plus sur la découverte, la clarification, l'étude, l'émergence, le prototype de solution. Voilà. Et puis ensuite, il va y avoir plus une partie réalisation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de la livraison en continu. Hein. Mais ça veut dire que là, on admet que quand on prend les sujets, eh bien, ils ne soient pas entièrement analysés. Il y a encore du travail à faire au niveau de l'analyse. Et c'est pour ça que dans ces équipes, ce n'est pas que des équipes de développeurs. C'est des compétences qu'on a besoin. Donc, un business analyst, par exemple, est parfaitement à sa place en tant que producteur. Il n'est pas ailleurs. Et donc, là, alors je ne sais pas si vous connaissez David Marquet. Oh, je fais une petite sortie de piste. Et donc David Marquet, il a écrit un livre, c'est un capitaine de sous-marin, il a écrit un livre qui s'appelle Turn the Ship Around, qui est en fait sur lequel il prend un sous-marin à disposition, et c'est pas le bon sous-marin, donc en tant que capitaine de sous-marin, il avait étudié un autre sous-marin, et puis il se retrouve à devoir être capitaine d'un sous-marin. Et franchement, dès qu'il commence à donner des ordres, il s'aperçoit qu'il risque de couler le sous-marin aussi vite que... Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas... étant donné que... Et puis, alors, le pire, c'est qu'il donne ses ordres, et les gars, ils relaient les ordres tels quels, alors qu'ils savent exactement ah ben non, il n'y a pas dans ce sous-marin ceci. En fait, techniquement parlant, il y a des choses qui ne sont pas adaptées, quoi, dans ces ordres. Et donc, il lâche prise complètement, et ce qu'il fait, c'est qu'il aide son équipage à reprendre le lead sur la gestion et l'opération du sous-marin. Et tout son rôle de capitaine, c'est de les aider à prendre les bonnes décisions, finalement. Et il a écrit un autre livre qui s'appelle Leadership is Language. C'est vachement bien comme livre, aussi, sur lequel on voit comment un bateau, un transport de containers quelconque, finit par être coulé. Malheureusement, c'est une histoire vraie, dans une tempête, alors que la tempête était là, elle arrivait, et que le capitaine et le reste, et tout le monde continuaient à aller coûte que coûte face à la tempête. Ce qui est important dans ces deux choses, c'est que comment on mixe faire et réfléchir. Et c'est pas quelque chose qui est naturel. Je veux pas dire on réfléchit pas quand on travaille, quand on est en train de faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on doit passer du temps à se prendre une pause et réfléchir et mettre son temps pour planifier, rétrospective, enfin toutes ces activités que vous connaissez très bien, bien
ce sont des éléments qui sont importants, mais il est important aussi de bien distinguer les moments où on est dans l'action et le moment où on fait un break pour se poser et lever la tête. C'est très important à faire. Et souvent dans les entreprises, ce qu'on a, c'est qu'on a un émiettement du do et du temps où on fait et du temps où on réfléchit. On est constamment interrompu par des tonnes de réunions inutiles, ou pas forcément hyper utiles. Moi, je le vois. Et depuis le Covid, maintenant, ce qui est très bien, c'est que les gens, ils travaillent. On travaille souvent en distanciel ou même on a ces réunions en distanciel. C'est facile de voir en tant que développeur, je continue à faire mon développement pendant la réunion. Hein, je veux dire, finalement. Voilà. Et donc l'idée, c'est que basta de tout ça. Le moment où vraiment on passe du temps ensemble pour voir, ça c'est tout ce qui est... On dédie un jour spécial pour ça, pour voir comment ça a avancé, qu'est-ce qui s'est passé, pour faire des démos. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de démos ici, mais c'est là on passe vraiment du temps ici. On se pose. Et ça veut dire aussi qu'il faut un jour aussi pour ralentir la machine. Là on est à fond là. Et là le 14e jour c'est une sorte de jour où on commence à poser les stylos, qu'on finit les dernières choses qu'on était en train de faire, de façon à être complètement disposé ici pour réfléchir ensemble, pour avancer ensemble. Et ça veut dire aussi que les producteurs sont source d'apprentissage, source aussi pour le business. Il y a vraiment une contribution qui peut se faire. Donc ce jour 14 est vraiment hyper intéressant par rapport à ça. Et ensuite, dans ces différents journées, il y a des propositions qui sont faites différemment. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de se retrouver pour discuter, mais c'est offert aux producteurs, c'est-à-dire les producteurs ont la possibilité de venir discuter avec des personnes pour clarifier des sujets, mais c'est à leur guise, on va dire plus. C'est plus pour eux, vers eux que ça se propose, parce que l'idée, encore une fois, c'est d'ouvrir ici et de livrer de manière beaucoup plus continue et plus rapide. Donc je passe à un autre. Ça peut être, voilà. Donc voilà, bon ça j'ai déjà expliqué un peu les producteurs, les équipages, 7 à 9 producteurs, un crew lead qui est autonome, qui a l'autorité sur la conception de solutions et qui travaille en mode Kanban. On peut passer à la suite. Un over, c'est à peu près 3-4 crews, donc équipage, des contributeurs qui sont à disposition pour travailler sur les sujets avec le consumer delegate notamment, mais aussi à certains moments qui sont importants. 3 leaders, j'en ai déjà parlé. Des spécialistes itinérants suivant les besoins. Alors l'idée, c'est d'avoir pas de dépendance externe. Hein. Si on a besoin d'un automaticien, eh ben, il est là. Si on a besoin d'un DevOps aussi, il va être là. Ces gens-là permettent d'éviter, je dirais, d'être bloqués. Tout ça, encore une fois, c'est d'être pour les équipes, pour leur permettre de travailler. Donc si on regarde un petit peu le ratio, voilà, sur les 35 ou 50 personnes, on a un gros ratio de gens qui produisent. Donc on a inversé complètement la mécanique. Moi je vous dis, hein, moi je suis dans une mission et j'ai 10 développeurs et dans un programme de 30 personnes. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de situation. D'accord ? Le nombre de fois où j'ai vu des équipes qui avaient avec des multi-product owners, je veux dire, c'est chaud quoi. Voilà. Et encore une fois, un business analyst, un testeur, produit de la valeur. C'est pas que le développeur qui fait ça. Et c'est ce travail ensemble, en cercle ici, là, qui va permettre cette collaboration. Et c'est vraiment, finalement, si on revient aussi au cœur de l'agilité, qu'est-ce qu'est le cœur de l'agilité? Eh ben, c'est la collaboration, délivrer. Je vais reprendre Heart of Agile. Voilà. Livrer, collaborer, réfléchir et s'améliorer. C'est les 4 trucs de Heart of Agile.
bah, que là, en fait, là, on met en œuvre, on est totalement dans cette dynamique. On simplifie et on revient sur quelque chose qui est le cœur de l'agilité. Et on évite de se mettre des super frameworks en version 6 qui voilà, qui nous faut des plombes pour appréhender. Même pour passer la certification de SPC, ça prend presque un mois à vraiment, si on est vraiment sérieux, à vraiment étudier le framework. Donc je peux vous dire que c'est quand même lourd. Et personnellement, je pense qu'il me faut une vie pour arriver à le maîtriser. Donc voilà. Donc je me dis, où c'est qu'on va mettre l'accent? Moi, je préfère mettre l'accent sur quelque chose de light et revenir à l'essentiel. Et l'idée, c'est de vous inspirer sur le truc. Alors, c'est pas vous vendre ceci, hein, c'est pour vous dire comment, quel est l'écart qu'on peut avoir et sur quoi on peut aller. Et la proposition qui est faite avec Hummingbird Agile, avec ces colibris qui sont là aujourd'hui parmi nous, là, ils sont en train de voler là autour de nous. Donc slide suivant. Et je fais attention au moment. On s'était mis 40 minutes pour voilà. Donc ça, c'est une proposition d'environnement de travail. Évidemment avec le il y a du distanciel aussi qui existe, mais voilà, l'idée ça me rappelle un peu Spotify, quand il y avait les images de Spotify où on voyait les environnements de travail de Spotify. Il y avait ces gens qui travaillaient ensemble et puis des espaces dédiés. Donc là, c'est un espace dédié, par exemple. Et le Clarity Room, c'est quoi? Le Clarity Room, c'est un daily sur lequel les seules personnes qui doivent être là tous les jours, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de clarité. De clarifier des choses. Et qui c'est qui vient? C'est les gens qui veulent pour demander des éclaircissements, avoir des ajustements, pour faire éventuellement une petite démo de prototype, pour dessiner, travailler. Ils peuvent utiliser cette Clarity Room évidemment dans toute la journée, mais au moins ils savent que ces trois-là qui peuvent par exemple être pris sur d'autres sujets, travailler avec le reste de l'organisation, seront là tous les matins à leur disposition pendant un certain temps pour échanger et avoir des informations, surtout dans les phases de début où on a pris les sujets. Voilà. Et deuxième truc, c'est mettre en action le fameux Gamba Walk. Vous savez, le truc où les leaders viennent sur le lieu de travail, là où on fabrique, pour voir comment ça se passe. Donc ça s'appelle ces rounds. Donc là aussi, le coach agile va les aider à prendre voilà, leur courage à deux mains et venir voir les équipes afin de savoir si tout se passe bien, et non pas en mode je voudrais voir comment ça avance, mais plutôt savoir si tout se passe bien et proposer, et ça de manière aussi journalière. Donc là, ici, par exemple, on peut imaginer ça, le Clarity Room le matin, et ici, par exemple, en début d'après-midi ou fin d'après-midi. Voilà. Sur lequel ils dédient une heure de leur temps pour faire ce trajet quotidien de façon à s'assurer que tout se passe bien. Parce que le but, c'est de travailler ici et moins de travailler là. Donc ça, ça, moi, ça m'a beaucoup inspiré quand on a discuté avec Jerry. Comment mettre ces principes-là que l'on connaît, que l'on a appris, qui sont dans le Lean, tout ça, en action. Voilà. Et ce que l'approche de Hummingbird Agile, et que moi, bon voilà, j'espère trouver un jour un client qui serait appétent pour pouvoir faire cette expérimentation. Ouais, je passe un message. Et donc voilà, slide suivant. Donc j'ai bientôt terminé. Voilà, donc en termes de backlog, on a deux types de backlog. Là, je les ai mis en anglais. Voilà, le Garden et le Feeder. Le Feeder, c'est ce distributeur qui est ici, qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo pour les petits colibris, pour qu'ils viennent chercher de la nourriture à tout moment. C'est l'iteration backlog, c'est la backlog de l'itération. Voilà, ça doit être fait là-dessus pour que ça soit que les producteurs ils puissent mettre à disposition du consommateur très rapidement pour qu'il puisse venir prendre. Voilà. Et puis à la fois ce garden qui est ce paysage, cet environnement qu'on doit garder toujours clean. Et en autre slide, et ben comment on le fait? En élaguant, en enlevant les trucs inutiles, les idées inutiles. Donc
Donc cette séance, ça c'est un meeting weekly qui est fait, sur lequel les trois leaders convient les contributeurs, les crew leads, à venir parler des sujets qui vont arriver et élaguer, prendre l'essentiel. Voilà. Voilà. Donc dernière chose encore. Voilà, une Humber Agile peut partir en agilité à l'échelle, encore plus, on peut scale Hummingbird, mais bon, d'abord, maîtrisons l'essentiel, commençons par un Hoover, et surtout, il faut avoir les bonnes conditions pour faire de la livraison continue aussi, parce que ça serait vraiment dommage de partir dans un état d'esprit comme ça, de livraison continue, de travail et tout ça, et puis finalement se retrouver à être bloqué pour livrer le moindre truc en prod. Voilà. Donc là aussi, commencer par créer les conditions techniques, les conditions aussi organisationnelles pour pouvoir livrer en continu, voir comment fonctionne un hover, et puis après mettre ça à l'échelle, pourquoi pas. Et une proposition qui est faite par Jerry, c'est si ça, alors c'est dans l'air du temps, hein, voilà, les OKR. Bon, Anne n'est pas là, mais on aurait pu avoir une belle présentation là-dessus. Et donc, et ce que j'aime bien ici, c'est que ouais, l'OKR, ça, pour moi, comme dit Alan Kelly, hein, ça permet de faire exploser le backlog. On parle de l'essentiel, de l'objectif, les key results qui sont derrière, et on peut avoir des OKR, je dirais, comme il dit, qui sont déjà prédéterminés, enfin, qui sont travaillés en amont, qui sont prévus pour une roadmap dans 6 mois, dans 1 an, ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Il faut, hein, c'est important d'avoir des OKR pour un business, pour une entreprise, de se fixer des jalons, des choses, des objectifs qu'on veut essayer d'atteindre. Mais et dans l'esprit un peu Kanban, pourquoi pas ne pas avoir des expédites OKR aussi? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient d'arriver, et ils vont passer en mode plus urgent ou plus prioritaire. Voilà. Et ça aussi, c'est aussi cette capacité à être en adaptation continue. Donc voilà. Donc une mémoire agile peut s'étendre, et c'est le côté exponentiel que j'avais mis au départ. Donc hop là. Il y a des questions? Des réactions? En ligne peut-être? C'était par rapport à une comparaison avec Agile, comme on l'entend dans le manifeste Agile. Est-ce que vous reprenez ça ou c'est juste un remplacement complet? Et bon, je vais la poser maintenant. J'ai l'impression que ça se place plus vers le domaine chaotique que d'autres frameworks. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que j'ai vu l'accent sur moins de planification, donc ça veut dire qu'on va un peu plus vers le chaotique. Est-ce que vous confirmez ça et s'il y a d'autres commentaires? Merci. Alors déjà, moi je suis très content de pouvoir le présenter. Donc c'est la première fois que je le présente, hein, d'accord. Donc j'aurai peut-être pas toutes les réponses à tout, et je suis pas non plus un expert complet et je remonterai aussi des questions aussi à Jerry aussi, comment il réagit par rapport à ça. En tout cas, l'idée c'est que c'est complètement aligné à l'agilité. Ça là on revient à l'agilité et lean pure. On enlève toute la surcouche et on revient, on essaye de faire un reboot sur quelque chose plus centré sur la proposition initiale. En tout cas, vraiment dans cet esprit-là. Ensuite, ouais, moi je pense que en 2023, je connais des entreprises qui se lancent dans le digital sans avoir de continuous delivery. Voilà. Je pleure pour eux. Bon, ça nous donne du boulot, de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si c'est chaotique le digital, mais en tout cas, faire du digital sans avoir de feedback de producteurs, d'adaptation en permanence, et donc de passer plus de temps ici que là,
Pour moi, c'est comme le continuous delivery. Pas de continuous delivery, pas de digital, tu oublies. Donc pour moi, venir vers ce terrain-là, je pense que c'est important. Maintenant, voilà, il y a des frameworks qui existent, il y a des propositions, il y a des choses. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas autrement, mais j'aurais tendance à dire que quand on dépasse 300 000 euros pour un PI planning, ben on a peut-être autre chose à faire en termes de valeur. Par rapport aux 5 jours qui ont été, pardon, 15 jours, est-ce qu'il y a une flexibilité là-dessus parce qu'il y a certains produits qui peut-être ne peuvent pas produire de la valeur. Et d'ailleurs par rapport à ça, quand on finit le cycle, comment la production de valeur est évaluée? Ou est-ce qu'il y a quelque chose prévu pour ça, ou c'est laissé aux équipes? Voilà, donc on peut revenir peut-être en arrière sur le circuit, comme ça permettra de... Encore, voilà, encore, et voilà. Cool, merci. Oui. Il y a un reboot énorme de mindset là-dessus, sur la manière de travailler. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on veut de l'engagement. C'est bien. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Bon. Ça, c'est l'engagement externe. Mais quel est l'engagement interne? Bon, moi, je préfère... Enfin, là aussi, je remonterai ces questions-là à Jerry. C'est hyper intéressant. Et ça me challenge moi aussi. Parce qu'en étant dans coach agile dans certaines missions, dans certaines entreprises, je vois certains fonctionnements. Et j'ai du mal à leur dire vous avez tout faux aussi, parce que je comprends aussi certaines demandes qui sont faites, qui sont adressées. Mais je me dis que quand je m'engage sur un sujet qui a été pris, il y a des chances que peut-être on va pas arriver à adresser complètement le sujet, mais l'idée c'est d'arriver à faire quelque chose, délivrer quelque chose, même s'il n'est pas parfait. Donc comment faire une sorte de MVP permanent, comment faire c'est des feature light, comme pour prendre le MMF là, notre acronyme sympathique. Et bien en fait c'est pour ça que ça se fait pas en un jour. Déjà par exemple, je vais donner un exemple sur Remember Agile, on a tendance de la part de Jerry de recommander de ne plus utiliser le mot user story. Parce que user story, c'était bien, utile, mais tout ce qui va derrière, en termes d'explication, le côté explication, et aussi, à la fois du fonctionnement des user stories, découpage, machin, invest, machin, tout ça, etc., etc. Tout ce qui se passe aussi au niveau du côté explication de ce qu'on a besoin de faire. Et finalement, on passe à côté complètement des informations essentielles pour les gens qui produisent, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez réellement, pour qui, pourquoi et pour quand. Et en général, on n'a pas ces informations-là. Et ça s'appelle, c'est autre chose, ça s'appelle inductive. C'est-à-dire on permet aux gens de partir de la base et de commencer à travailler sur le sujet en déduisant eux-mêmes ce qu'il faut faire. Et donc, alors je réponds pas complètement à la question, mais on va dire que justement, on va collecter les métriques qui vont être importantes. Donc, il va falloir définir quelles sont ces métriques. Peut-être que ces métriques, c'est comment cette exploration qui a été faite, qui a amené à une livraison, première livraison, apporte de la valeur au consommateur. Et une valeur technique comme une valeur fonctionnelle. Et sans cesse s'améliorer sur ça et sur cette capacité à faire en se donnant les moyens, c'est-à-dire en libérant complètement le temps, c'est-à-dire le temps pour le travail des équipes, pour qu'elles puissent vraiment se concentrer. Donc ces métriques vont forcément être l'objet de discussion,
il y a peut-être des idées dans Remember Agile que j'ai peut-être pas captées ou qui sont au-delà du livre, mais qui sont aussi dans ce que propose Jerry. Mais je pense que c'est aussi une découverte, aussi, perpétuelle, d'amélioration continue, qui doit être adressée. Ah, bon, la dernière alors. Hein. Ouais, moi j'ai une question parce que c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça rappelle quand même beaucoup Scrum, le manifeste le cœur de l'agilité comme tu disais. Et du coup, les dérives dont tu parlais avec Safe, pour pas le citer, ou d'autres frameworks, c'est davantage, je pense, dans les personnes qui utilisent les choses qui sont à disposition, à savoir Scrum au démarrage, etc. Comme je pense que c'est davantage comment on utilise les choses qui amènent à certaines dérives plutôt que l'intention de départ des frameworks manifestes que tu as cités. Comme le dit un célèbre systématicien, un systémicien que tu connais, toujours plus de la même chose provoque toujours plus du même résultat. Donc, à ton avis, peut-être poser la question aussi à ce monsieur, j'ai oublié son prénom, ou son nom de famille, qu'est-ce qui, dans Hummingbird Agile, fait qu'on n'arrivera pas au même résultat et aux mêmes dérives parce que les gens qui vont utiliser ça vont faire exactement la même chose pour exactement le même résultat que qu'est-ce qui est différent, je le D'accord, merci. Alors, merci, superbe question. Je pense que, bon, déjà, c'est la proposition dans Hummingbird Agile, c'est de... Si on a, vous voyez, le côté empathy map, là, on a un petit colibri, d'accord, et il peut nous servir de boussole. Il peut nous servir de guide par rapport à ça. Alors après, il y a les principes derrière, il y a les valeurs, il y a la mission qui est écrite et tout ça et qui doit nous permettre de garder ce truc-là. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, parce qu'il y a une autre question à l'intérieur de ta question aussi, c'est que les entreprises ont du mal à dépenser du budget pour travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire la collaboration. On dépense un budget fou pour mettre en place un framework. Et moi, ce que je remarque, c'est que la relation entre les gens, souvent, qui n'est pas adressée, est le frein de tout cette mise en place. Les frameworks sont très utiles, mais le côté adresser les relations pour pouvoir permettre une collaboration efficace dans une entreprise, en général, est délaissé et passé sous silence. Et c'est ce que disait tout à l'heure Alexis, c'est ces engagements qui sont cachés, hein, qui ne sont jamais adressés. Et donc, on va dire que pour faire ça, pour faire un modèle comme ça, je pense qu'il faut aussi commencer par travailler sur ce sujet de collaboration, comment on collabore. Ça doit être... Et donc, là-dessus, il y a un accompagnement d'entreprise, coach agile d'entreprise. C'est un rôle qui n'est pas forcément bien clair en France, mais qui n'est pas un coach agile pur, dans le sens machin, et c'est pas un supérieur au coach agile, hein, mais il y a des personnes qui peuvent avoir une vue plus holistique d'une organisation et comment adresser le côté relationnel, collaboratif, toutes ces parties-là, sans être pointu en DevOps, pointu en framework, pointu en ceci. Il peut être, il a ses compétences, mais il n'y a pas forcément, c'est pas un technicien. D'accord ? Et ça, cette personne-là peuvent aider énormément à remettre sur les rails en repartant de l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, hein, cette première.